Salut bande de BG ténébreux, j'espère que la qualité de la vidéo est pas trop dégueulasse parce que aujourd'hui, je suis dans la forêt. Pourquoi dans la forêt? Bon, déjà parce que j'ai toujours pas de décor, mais aussi parce que l'histoire d'aujourd'hui se passe dans le Grand Nord suédois. Bon, là on est en juin, j'ai giga chaud, mais imaginez qu'il y a de la neige. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'affaire Caroline Stenvall. C'est une affaire qu'on connaît pas beaucoup ici, mais qui a été très médiatisée en Suède. Le 12 septembre 2008, Caroline quitte son domicile de Piteå, dans le Grand Nord suédois, pour aller rejoindre des amis à Kiruna, une ville qui est encore plus au nord, là où personne ne vit. Mais elle n'arrivera jamais à destination et sa voiture sera retrouvée le lendemain, abandonnée sur une aire. La police va rapidement démarrer l'enquête et la presse va aussi s'emparer de l'affaire qui sera relayée partout en Suède. Sans trop vous spoiler, quelqu'un va finalement être arrêté pour le meurtre de Caroline, car oui, elle est morte, et sa défense va pas mal troubler nos amis suédois. Tout commence donc le 12 septembre 2008 dans la petite ville de Piteå dans le nord de la Suède. Bon, je sais pas trop comment ça se prononce cette lettre satanique, ça a l'air d'être un mélange entre O et A, on va dire que je m'en fous. Ouais, j'adore la Suède mais leur langue, c'est pas trop ça. Et Google Trad aime pas trop non plus, ce qui nous donne des perles, comme celle-là par exemple. Quoi qu'il en soit, c'est une charmante ville de Suède, assez grande pour le coin, puisqu'elle a 22 000 habitants, qui est quasiment entourée d'eau, parce qu'elle est située sur la côte est du pays, au bord de la mer Baltique. D'ailleurs, fun fact, la ville est jumelée avec la commune de Saint-Barthélemy, qui est une toute petite île française dans les Antilles qui a jadis appartenu à la Suède. C'est donc à Piteå que vit Caroline Stenvall qui a à l'époque 29 ans. J'ai pas énormément d'informations sur ce qu'elle fait, mais elle vit chez ses parents et elle a l'air de suivre des cours à distance. Elle a aussi un petit ami qui est dans le sud du pays, dans un endroit où le climat est moins dégueulasse. Caroline est passionnée de plein air, elle a déjà traversé la Suède à vélo et fait des randonnées de 50 km dans les montagnes glacées du nord. Ce qui va pas vraiment l'aider quand elle va disparaître, même au contraire. Du coup, elle s'était mise à la recherche d'un emploi dans le domaine du plein air et elle devait donc se rendre à un entretien d'embauche à l'hôtel de glace de... L'hôtel de glace de Jukkasjärvi, c'est donc un hôtel fait en glace. C'est logique. Bon, vous en avez peut-être déjà entendu parler, moi ça me disait quelque chose quand même. Donc sur leur site, on peut voir qu'ils ont des magnifiques statues en glace, des putains de chambres en glace, au summum du confort, et des gens en chemise qui ont l'air trop contents de manger dehors sur une table en glace, alors qu'il fait moins 10 degrés. Pour moi, la température idéale, c'est 28 degrés. Je vais jamais aller là. Mais c'est pas qu'un hôtel, le site propose de découvrir l'Arctique à travers chacune des saisons, ce qui donne donc un côté outdoor qui, je pense, pouvait plaire à Caroline. Ouais, c'était vraiment un rêve pour elle de travailler dans cet hôtel dans le Grand Nord suédois, c'est pour ça que je m'emmerde à le décrire depuis 2 paragraphes. Mais le Ice Hotel de cette ville au nom infernal, c'est assez loin de Piteå, à 400 km, et Google Maps me conseille de passer par l'E10 pour y aller, une route européenne qui relie la Suède à un petit village qui dépasse de la Norvège nommé simplement A. D'ailleurs, c'est justement la route que va emprunter Caroline. Au moins c'est clair, juste le 10. Son objectif, c'est d'abord de rejoindre des amis à Kiruna, de dormir chez eux et de se rendre le lendemain à son entretien à Jukkasjärvi. Alors on reste dans le nord de la Suède, mais Kiruna, c'est pas non plus rien, c'est la plus grande ville de Laponie suédoise. Et pour l'anecdote, c'est là où il y a le parlement Sami, c'est le peuple qui vivait dans la Laponie avant que les Scandinaves arrivent, si je dis pas de conneries. Et Kiruna, c'est vraiment juste à côté de Jukkasjärvi, à 20 minutes, donc la plupart de son trajet va se faire le premier jour en utilisant que le 10, c'est très safe, ça réduit les risques d'un point de vue sécurité, par exemple de disparition entre autres. Le vendredi 12 septembre 2008, Caroline va donc partir à bord de sa Ford Focus bleue, vêtue d'une veste rouge tirant sur le violet et d'un jean bleu pour rejoindre ses amis, mais elle n'arrivera jamais à destination. Donc Caroline est partie à 13h de Piteå, elle aurait dû arriver chez ses amis vers 17 ou 18h, mais elle s'est pas présentée. Et le lendemain, elle a donc un entretien à 10h où elle se présente pas non plus. Donc ses amis, chez qui elle devait se rendre avant l'entretien, appellent son copain pour savoir ce qui se passe et si c'est normal. Et son copain, comme il sait très bien qu'elle devait aller chez ses amis et qu'elle a pas changé de plan, il appelle tout de suite la police pour signaler sa disparition. Comme je vous l'ai dit au début, l'affaire a été très vite reprise dans beaucoup d'articles que j'ai mal traduits et la police a très vite réagi. Ils ont très vite tracé son téléphone sur une aire de repos près de Gällivare, à peu près aux 3/4 du chemin. Ouais, ça a l'air de se prononcer
c'est Gallivare. Bah, c'est l'aire de Stenbronn, qui est assez connue par les touristes et les camionneurs qui y passent, avec même un petit cours d'eau, une petite rivière, la rivière Vassara. Donc c'est assez sympa, enfin, ça reste une aire de repos. Très pratique c'est la rivière pour cacher un corsage, je note. Et après un second traçage, ils se sont rendus compte que son téléphone était posé sur le siège avant de sa voiture, qui avait été verrouillé et abandonné sur le parking de l'aire. Donc les recherches commencent rapidement aux alentours du samedi soir et du dimanche matin. Des amis de Caroline se rendent sur l'aire près de Gallivare pour aider la police. Il y a aussi les habitants et des équipes de sauvetage en montagne. Il y a même des chiens qui sont déployés et des plongeurs qui fouillent les lacs et les rivières. À 18h, il y a même un hélicoptère muni d'une caméra thermique qui survole la zone. Donc autant dire qu'il y a d'assez gros moyens qui sont mis en œuvre pour la retrouver. D'ailleurs ça me rappelle que moi aussi quand j'étais enfant j'ai disparu. En fait j'étais juste parti dans les champs 1 ou 2 heures et quand je suis revenu il y avait des flics partout et apparemment c'était carrément en train de faire décoller un hélicoptère de Amiens pour me chercher. Genre j'ai failli passer dans le putain de JT de Jean-Pierre Pernaut. Littéralement ils étaient en train de leur donner ma photo. Moi je suis revenu, j'étais trop choqué, j'étais comme bah, merci pour cette sollicitude mais j'étais juste parti marcher genre... Bon, à l'époque, j'avais juste pas compris, mais évidemment, j'avais genre 6 ans, donc... Mais bon, assez papoté, revenons-en à notre enquête. Enfin bon, vous allez vous calmer. Pour l'instant, l'hypothèse du meurtre, bah c'est qu'une hypothèse, une possibilité. Ce qui reste le plus probable, c'est que Caroline soit juste sortie de sa voiture pour une raison X ou Y, surtout que la nature, comme je vous ai dit avant, ça lui parle, c'est sa passion, et que la voiture est garée proprement sur le parking et verrouillée. Mais dans le même temps, elle est très expérimentée là-dedans. Elle a déjà vécu dans une station de ski, elle s'est déjà retrouvée seule dans les montagnes plein de fois, elle sait comment se comporter. Elle sortait d'ailleurs d'une formation de 2 ans en Finlande de guide de montagne où elle a rencontré son copain, où elle a pu apprendre entre autres comment réagir en cas d'urgence et ce qu'on peut bouffer dans la nature sans avoir une giga chiasse derrière. Donc c'est un peu l'incompréhension parmi ses amis, parce que si elle était sortie de sa voiture, elle serait probablement rapidement rentrée indemne. Ouais, parce qu'en Suède, il n'y a pas des canyons où tu peux rester bloqué comme l'autre mec de la dernière fois. Ce qui me fait penser que vaut mieux pas aimer la nature si vous voulez rester en vie. Voilà, tout ça fait que après avoir fouillé dans une zone plus ou moins grande autour de l'aire de repos, les recherches s'arrêtent le dimanche à 22h. De toute façon, il fait froid dehors vu que c'est le nord de la Suède, et ce serait vraiment bizarre que Caroline s'éloigne autant et aussi longtemps de sa voiture simplement pour se balader. Et c'est à ce moment-là qu'on va switcher de recherche à enquête et que la principale hypothèse devient le meurtre. Donc je vous copie-colle une citation parfaitement mal traduite du professeur de criminologie Jerzy Sarnecki à ce moment-là à propos de l'affaire. J'ai eu beaucoup de mal à dire son nom. La chose la plus courante lorsqu'une personne disparaît est qu'elle le fait volontairement. Il est rare que quelqu'un disparaisse à la suite d'un crime, mais plus le temps passe, que vous ne la trouvez pas et qu'elle ne donne pas de nouvelles d'elle, en particulier à ses parents, plus la probabilité qu'elle ait été exposée au crime est grande, surtout quand il s'agit d'une jeune femme. Évidemment, à ce moment-là, les policiers suédois savent plus vraiment quoi faire. Ils sont en reste d'indices. La voiture est fouillée, mais ça donne rien. S'il est arrivé quelque chose à Caroline, c'est probablement une fois qu'elle en est sortie que ça s'est passé. Surtout que sa veste n'est pas dans la voiture, la fameuse veste rouge-violet couleur cerise. La police va donc essayer de retracer l'itinéraire de Caroline étape par étape et de savoir si elle serait pas partie avec quelqu'un de Piteå. Avant de partir, elle est allée rejoindre sa mère à son travail parce qu'elle devait lui donner quelque chose et ensuite elle est allée faire le plein dans une station de Piteå. Sa mère lui a d'ailleurs envoyé un message vocal où elle lui demande en gros l'itinéraire et la distance qu'elle va parcourir qui reste sans réponse. La dernière fois que Caroline a été vue vivante, elle était en train d'acheter un sandwich à Toré dans une boutique le long de la route. Donc rien de bien fou qui peut aider l'enquête. Ce que vont faire les policiers du Norrland, c'est qu'ils vont mettre en place une ligne téléphonique ou plus largement demander des indices aux gens ou des témoignages, faire appel à la population s'ils ont une quelconque information sur Caroline. Et ils vont recevoir jusqu'à 500 appels parce que comme je vous l'ai dit 10 000 fois, l'affaire a été très reprise dans toute la Suède et cette photo de Caroline a été très largement diffusée. Il y a aussi beaucoup d'affiches qui ont été faites. On a par exemple un témoin qui a vu la Ford Focus bleue de Caroline garée sur le parking alors qu'elle faisait un barbecue avec ses enfants, mais pas beaucoup plus. Et ce qui est un peu intéressant, c'est que contrairement aux autres voitures, celle de Caroline n'avait pas de buée sur les vitres, ce qui signifie qu'elle était pas là depuis très longtemps. Elle a l'air pensive. On peut la comprendre d'ailleurs. Elle a dit que ça lui faisait mal que ses enfants aient joué juste à côté de l'endroit où Caroline a disparu. Plusieurs véhicules sont signalés qui auraient été sur l'aire au même moment que la voiture de Caro. Oui, je l'appelle Caro. Ce qui ressort beaucoup, c'est une Volvo bleue et un camping-car qui appartenaient à un couple de personnes âgées qui ont dormi sur l'aire et se rendaient apparemment en Norvège. Bon, c'était peut-être un couple de personnes âgées tueurs, mais de toute façon ils ont jamais été retrouvés. Quant à la Volvo bleue, elle a été repérée par un chasseur et sa femme sur l'aire à 19h ou 20h près du petit pont en pierre sur la rivière Vassara. Retenez le petit pont en pierre sur la rivière Vassara. Quand il est passé en face de la voiture, elle a brusquement démarré et s'est enfuie à toute vitesse.
ce qui lui a paru suspect. Et comme il était chasseur et en train de chasser, il a pensé tout de suite à du braconnage. Le lendemain, il a été mis au courant de la disparition et il a donc appelé les autorités au cas où. La Volvo bleue, qu'il pense être une Volvo 940, va devenir la principale piste dans l'enquête, mais spoiler, ça mènera à rien. Mais si je vous ai dit de retenir le petit pont en pierre sur la Vassara, c'est parce que sous ce pont est fixé une drôle de jarre, ou de pot, je galère à traduire le suédois. Bon, il n'y a pas de reste de Caroline dedans, c'est trop petit, hein. Il s'agit en réalité d'une balise de géocaching. Mais dis-moi le FNR, qu'est-ce que le géocaching ? Ah, c'est à moi. Le géocaching consiste à retrouver des pots/jarres disséminés dans la nature à des coordonnées GPS précises. Ce qui nous intéresse vu que Caro, c'est tout à fait le genre de truc qu'elle pourrait faire. D'ailleurs, elle se serait déjà rendue sur l'air 1 an avant, et une théorie dit qu'elle serait revenue sur les lieux pour aller voir le pot. Et dans la jarre, il y a un petit carnet où chacun peut noter son nom et la date du jour. Ce qui pourrait être très intéressant dans l'enquête si Caroline y était venue. Par exemple, elle aurait pu rencontrer un autre adepte de géocaching qui aurait mis son nom dans la jarre le même jour, et il aurait pu avoir par exemple spontanément l'envie de la tuer. Eh bien, on s'en bat les couilles, mon cher le FNR, parce que c'est une fausse piste. Non, ça va mener à rien. Vraiment, l'enquête avance très peu, et pour l'instant, la seule théorie des enquêteurs, c'est que Caroline aurait pris un autostoppeur sur la route, qu'il l'aurait enlevé. Bon, c'est quand même assez peu probable, mais ils vont quand même aller chercher des gens qui auraient pu faire du stop à ce moment-là, on sait jamais. Et comme c'est des policiers de petites localités dans le nord de la Suède, ils vont très vite être rejoints par la Rikskriminalpolisen. Bon, en gros, vous avez compris que c'est la police nationale criminelle. Après toutes ces fausses pistes, l'enquête va enfin avancer parce que les policiers vont recevoir une visite qui va faire changer les choses. Il s'agit de Kurt et Annette Väyrynen, un couple de retraités qui sont venus au poste pour raconter qu'ils avaient vu une mare de sang sur une autre aire d'autoroute de la région. Et apparemment, il y a aussi une tentative de masquer la tache en foutant de l'essence dessus. Et un tapis plein de sang a été retrouvé un peu plus tard. C'est grossier. Ah oui, quand tu tues quelqu'un dans un endroit public, tu t'arranges pour qu'il n'y ait pas une flaque de sang par terre et un tapis de voiture plein de sang. Ça me paraît être la base, mais... Il y a quand même une tentative de l'effacer, je comprends pas ce que c'était le projet. Est-ce que tu voulais brûler la tache de sang avec de l'essence ? Surtout que ça la fout mal parce que plus tard le sang a été identifié comme humain et appartenant à Caroline. Et le tapis comme venant d'une voiture, une Audi de 1992. Alors je sais pas trop comment ça se passe, mais genre les policiers quand ils ont trouvé le tapis par terre, ils se sont dit on doit absolument l'identifier. Appelez-moi un expert qui connaît tous les tapis de tous les années, de toutes les modèles, de toutes les marques de voitures, tout de suite. Bon, pris dans leur recherche, ils sont venus sur les lieux que le 30 septembre, 15 jours plus tard, parce que bon, une mare de sang ça nous intéresse pas, nous on a des priorités monsieur. Il y a aussi le fait que Kurt et Annette ont surtout pensé que c'était du braconnage, qui a l'air assez courant dans la région. Ils ont cherché le corps d'un animal dans les parages, mais ont évidemment rien trouvé. Et donc, comme les policiers ont eu énormément d'indices et d'appels, ça a pris beaucoup de temps à être traité. Surtout que ça se passe en Laponie, c'est pas très peuplé, il n'y a pas 15 000 policiers par poste. Les flics sont venus sur les lieux avec des chiens, et ils ont repéré les fameuses flaques de sang d'une trentaine de centimètres de diamètre et quelques petits bouts de cervelle. Ils ont suivi les chiens jusqu'à un petit fossé où ils ont trouvé des cartouches, des morceaux d'os humains et le fameux tapis de Audi de 1992. Les enquêteurs vont alors contacter tous les propriétaires de Audi des environs, ce qui représente quand même 83 personnes et c'est étonnamment beaucoup. Et un va particulièrement retenir l'attention, un certain Tony Alden. C'est un père de famille de 51 ans, tout ce qu'il y a de plus banal. Il a une femme qui à ce moment-là en voyage d'affaires en Belgique et des enfants. Et aussi un chalet près de Piteå, à 1 km de la maison des parents de Caroline. Tiens. Il a aussi pris un congé le jour de la mort de Caroline, mais c'est un homme sans antécédent judiciaire et plutôt très bien intégré dans la communauté. Tony habite à Gallivare et il est décrit comme un mineur chasseur alcoolique. D'ailleurs justement vu qu'il est chasseur, il a un permis de port d'armes. Bon alors je sais que vu comme ça, surtout avec le tapis de voiture plein de sang, c'est pas brillant, mais je suis sûr qu'il va très bien s'en sortir quand on va le convoquer au poste. Pas du tout, ça sera catastrophique. Justement Tony va dire que le tapis de sa voiture a été changé en juin, donc avant la disparition, parce qu'il l'utilise pour transporter des tronçonneuses. Il va même directement emmener la police là où il a changé son tapis dans son chalet à Mantivera pour essayer de retrouver l'ancien tapis. Seulement, sur le chemin, un policier, John Niva, a remarqué qu'il était tellement stressé qu'on pouvait littéralement voir son pouls sur son cou. Niva a essayé de se faire une idée en regardant sa montre et il en a déduit que ça correspondait à peu près à du 150 battements par minute, ce qui est vraiment beaucoup. Il pouvait à peine compter en fait. Et il a senti que Tony avait très chaud et son stress en général. Pour lui à ce moment-là, c'est sûr, Tony a quelque chose à voir là-dedans, il est catégorique. Mais malgré qu'il pue le stress, Tony arrive à parler d'un ton calme de tout et de rien aux inspecteurs.
et les autres policiers le pensent probablement innocent. Tout ça je le sais parce qu'il y a eu un livre sur l'affaire, Ratsplatz 58, par le journaliste Peter Johansson. Bon alors ça veut dire aire de repos 58 parce que c'est là qu'on a retrouvé le sang. Je l'ai pas acheté parce que j'ai pas de travail, mais j'ai pu gratter des bouts gratuitement. Putain. Quoi qu'il en soit, plus tard, des grosses traces de sang vont être repérées dans sa voiture, qui va faire de lui le principal suspect et entraîner son arrestation le 17 octobre. Et la nouvelle va se répandre très vite dans la petite ville de Gallivare. Bon, sa mère va dire que c'est impossible qu'il soit le tueur parce que c'est un gars tellement gentil. Bon, ils disent tous ça. Pour une fois, il y a aussi un contre-argument par une de ses connaissances. Je dirais qu'il est très déséquilibré. J'étais plusieurs fois sur le stand de tir en même temps que lui, et on se demande s'il devrait vraiment avoir accès à des armes. Il a menacé personne que je connaisse, mais il peut être furieux et il est rarement calme lorsqu'il manie des armes. Bon après la traduction vaut ce qu'elle vaut. Par contre on est d'accord que là Tony, il est ultra mort. On va faire un petit tour par la casse-prison. Mais pourtant, il va nier en bloc. Il sait rien sur Caroline et sa disparition. Maintenant qu'on sait qu'il a quelque chose à avoir là-dedans de près ou de loin, un peu de backstory. Il a passé la plupart de sa jeunesse à Mantivara, la commune où il a acheté son chalet un an avant les faits. Sa mère est morte du cancer quand il avait 3 ans, et ensuite sa sœur, donc il a vécu la plupart de son temps chez ses grands-parents, et un peu chez son père qui était violent. Bon, il était assez nul à l'école parce que les études ça l'intéressait pas vraiment, mais il a quand même eu son diplôme en 74. Je suis même tombé sur un témoignage d'un de ses amis d'enfance. On n'osait presque rien au lycée, pas avec des filles ou quoi que ce soit. Il était introverti et voulait parler à personne. Il est décrit comme profond et difficile à comprendre. Un mec assez agité, nerveux et qui pouvait s'énerver facilement. J'ai aucun point commun avec cette personne. Donc plus tard, il est venu travailler comme mécanicien dans la mine de fer de la compagnie LKAB, une grosse compagnie suédoise qui fait un peu tourner toute la région. Il est devenu beaucoup plus sociable à l'âge adulte. Il s'est très bien intégré. Il avait commencé l'alcool à 15 ans et avait jamais réussi à arrêter. Et lors de Noël 2007, il s'est carrément effondré en pleurant. Il avait aussi des problèmes de stress où ça l'empêchait complètement de travailler. Et à l'inverse, des périodes où il faisait que travailler sans rien faire et sans même manger pendant plusieurs jours d'affilée. Suite à ça, des antidépresseurs lui ont été prescrits, qu'il a finalement arrêté de prendre en automne 2008, en même temps qu'il a diminué sa consommation d'alcool, et c'est justement quelques semaines avant l'affaire. À cause de ses problèmes de santé, Tony travaillait qu'à mi-temps, ce qui lui donnait pas mal de temps de repos, qu'il consacrait à s'occuper de ses enfants issus de 2 mariages différents. C'était un bon père de famille, attentionné, qui passait beaucoup de temps dans son chalet, et après il a tué quelqu'un. Le jour de la très probable mort de Caro, il était à la chasse à l'orignal. Il y était parti pour 2 jours, d'où les congés dont je vous ai parlé avant. Ah ah, rien à voir avec le meurtre de Caro donc. Et ce qui est très pratique pour l'enquête, j'ai failli tomber, c'est qu'il est parti avec une dizaine de chasseurs qui sont parmi ses connaissances. Mais c'est pas un bon alibi, déjà parce qu'il a un fusil dans les mains, et aussi parce que pendant les 2 jours de chasse, les chasseurs se séparent et chacun a un emplacement précis. Mais ça permet d'avoir des indices en interrogeant tout ce beau monde, en particulier le chef de la troupe, un certain Ingvar Nordstrom. Bon, bien sûr, ils vont dire que gna gna gna, c'est impossible qu'il ait fait ça, mais il y a quand même des choses intéressantes qui ressortent de tout ça. La chasse a débuté à 6h du matin et Tony a eu un plutôt bon emplacement sur le versant d'une colline à peu près 2 km de l'E10. Le tout sur une grande tour, vous savez, les grandes tours en métal pour les chasseurs, d'ailleurs il y en a une juste pas loin de moi. Mais le vendredi 12, quelques heures après le début de la chasse et à peu près en même temps que Caroline achetait son sandwich à Toré, il a appelé ses compagnons pour dire qu'il partait chez lui se changer parce qu'il s'était trempé. Alors il a vraiment quitté les lieux, on a un témoin qui dit qu'il a trouvé sa voiture manquante là où s'étaient garés les chasseurs. Le lendemain, lors de la 2e journée, Tony paraissait très nerveux, très agité, et il a demandé de changer d'emplacement, ce qui est très bizarre vu que le sien était vraiment bien. Il est très rapidement reparti en prétextant qu'il avait oublié son portefeuille chez lui et qu'il allait le récupérer. C'est bien parce que c'est pas du tout suspect. Incroyable accumulation d'erreurs. Un peu plus tard, les inspecteurs sont allés dans le chalet de Tony à Mantivara avec des chiens qui s'appellent Folke et Booba, les fameux chiens cadavres. Et les chiens vont justement s'arrêter autour d'un tas de planches et commencer à renifler tout autour. Les techniciens vont alors enlever toutes les planches une par une et les déposer sur une bâche. Bon, calmez-vous, il n'y a pas de corps en dessous. Le bois va juste être envoyé pour être analysé et ouais, il y a des restes de tissu humain. Bon, du coup, après tout ça, Tony est allé consulter un avocat et s'est dit prêt à avouer le meurtre. Ouais, au bout d'un moment, il a quand même compris qu'il était dans la merde. Après un interrogatoire de 3 heures, il l'a finalement fait. Sauf que pour lui, c'est qu'un accident. Et en gros, il lui aurait tiré dessus pour vérifier qu'elle était bien morte. Bon, je vous expliquerai toute sa version pendant le procès. Alden va également passer un examen psychiatrique qui ne révélera rien, aucun trouble mentaux grave. Et après avoir échoué de se suicider dans sa cellule en s'ouvrant les poignets, notre suspect va faire quelque chose de plus constructif en indiquant l'emplacement du corps. Mais il se souvenait plus de l'emplacement exact, donc Caroline n'a pas pu être déterrée. Ce que la police a fait, c'est qu'ils l'ont fait embarquer dans un bus et ils ont fait le tour de la forêt.
et il a indiqué les zones dont il avait des souvenirs. Bon, en vrai, c'était des fausses pistes, et ce petit jeu a duré plusieurs jours. La police suédoise va chercher un peu partout, envoyer des plongeurs dans les lacs, utiliser des hélicoptères et faire des barrages sur la route au cas où, en insistant sur le petit point en pierre de l'aire de repos. Bon, le problème, c'est qu'il y a énormément de courant, les plongeurs doivent être attachés et peuvent fouiller demi-mètre par demi-mètre. Surtout que le courant aurait pu déplacer le cadavre. Mais, le 22 octobre, pour lui faire dire où était l'emplacement du corps, les policiers ont utilisé leur QI surpuissant. Ils ont dit d'accord, toi tu veux rien dire, mais ton fils, il est pas adulte, il a pas d'alibi, il a complètement pu être ton complice, donc si tu veux pas qu'on l'embarque, il va falloir coopérer. Les inspecteurs vont laisser Tony s'entretenir quelques minutes avec son fils, et leur stratégie va s'avérer payante. Juste après l'appel, ils vont bien lui gueuler dessus, histoire de lui faire peur, lui donner une carte, et Alden va pointer du doigt l'emplacement du corps. La police va donc se rendre sur les lieux et j'ai même les coordonnées GPS. C'est à peu près à 1 heure de Gallivare, dans la petite ville de Landjarv, juste au bord d'un lac. Ce qui est super bizarre vu que le corps n'était pas dans le lac. Et la zone indiquée va être bouclée en attendant l'arrivée d'un médecin légiste. Le corps a donc été retrouvé avec quelques vêtements en moins et partiellement brûlé, ce qui explique l'essence par terre. Caroline est juste allongée à 30 mètres de la route depuis 6 semaines. Alors elle a été un peu cachée sous des brindilles, mais juste posée. Je répète, il y avait un lac à 50 mètres, c'est vraiment du travail de sagouin. En fait, la zone est même littéralement entourée de lacs. Par contre, on n'a pas retrouvé les clés de la voiture de Caroline Stedval, qui est toujours verrouillée. Alors je sais pas si c'est exactement vrai parce qu'ils en ont pas parlé dans le procès, donc c'est sans doute faux. Mais il va se dire que les deux jambes ont été séparées du reste du corps, ce que Tony a pas expliqué, disons simplement que c'est pas lui. Il y avait peut-être un ours qui passait par là. L'autopsie a révélé que la femme aurait pris une balle de fusil dans le dos, qui a été retrouvée d'ailleurs, ce qui a causé une hémorragie interne, ce qui signifie donc qu'elle était encore en vie à ce moment-là. Bon voilà, son histoire s'effondre un peu d'un coup. Elle a aussi pris une balle dans le crâne et elle a des marques de coups violents sur le visage et le cou. Bon alors oui, elle est brûlée, elle a pris 2 balles, elle a des marques de coups. Mais c'était qu'un accident, un bête accident. Pas fait exprès, Tony sera déplacé de la cellule du poste de police vers la prison de Luleå, qui est la grande ville du nord suédois. Il y sera gardé à l'écart des autres prisonniers et tentera encore de se suicider. Il a même réessayé plusieurs fois, jusqu'à 4 fois, mais ça n'a pas du tout marché, étant donné que dans sa nouvelle prison, il est surveillé H24 par des gardes. Et son cas va pas s'arranger avec l'autopsie. Le médecin légiste David Lindblom va donc examiner le corps, puis les traces de sang sur leur 58, et donner son hypothèse sur ce qui s'est réellement passé. Il va prendre un mannequin et montrer que la première balle est rentrée dans le dos de Caroline et ressortie par le côté gauche de la poitrine. Bon là je le fais sur moi-même, mais ça l'aurait fait tomber, mais elle serait tombée loin de la voiture, sinon on aurait vu les dégâts provoqués par la balle sur la carrosserie. Après ça, Tony, qui était debout, lui aurait tiré une 2e balle dans le crâne. Bon, il l'a abattu froidement, c'est pas très l'accident. Il a également dit qu'il avait d'abord caché le corps ailleurs, près d'un monument antique, et qu'il était revenu ensuite pour le déplacer sur le fameux bord de la route, parce qu'il se sentait désolé. Apparemment, c'était pas pour le cacher mieux. Il y a eu une reconstitution pendant laquelle la voiture de Tony est tombée en panne. Il semblait vraiment abattu pendant toute la reconstitution, en essayant de pas regarder le mannequin qui représentait Caroline. Il sera réconforté par une tape sur l'épaule par un policier. Voilà, c'est un bon gars, Tony. Moi je dis tout est pardonné. Bon, en vrai pas trop. Par exemple, quand l'affaire éclatait et que ses collègues parlaient de Caroline à la mine, lui était très froid et très indifférent de son sort, il faisait même pas semblant. Il était complètement glacial. Il a parlé d'elle plusieurs fois sans montrer aucun sentiment. Le procès débute donc le 2 mars, avec 3 chefs d'inculpation pour Tony, meurtre, enlèvement et recel de cadavres. Bon, Tony essaye quand même de gratter un homicide involontaire et lande dans le tribunal avec la tête recouverte d'une couverture marron, ce qui est super bizarre. Ah, j'ai trop honte, je dois cacher ma souffrance. Le juge commence donc par rappeler les faits et ensuite c'est à Tony de parler. La version officielle de Tony et de l'avocat, c'est que le jour de la disparition, à 16h30, Tony s'est rendu sur l'Air 58 pour jeter des ordures dans une poubelle. Il aurait à ce moment-là rencontré par hasard Caroline, qui se serait engueulée avec lui à cause de sa façon de conduire, trop dangereuse. D'ailleurs, elle l'aurait traité de vieux bâtard. Bon, c'est nul une fois traduit. Suite à ça, Tony l'aurait repoussée, elle serait mal tombée et sa tête aurait heurté le crochet de sa voiture. Vous savez, là où on attache les remorques, où il y avait justement une caravane. Caroline serait morte d'un coup. Alors elle était allongée sur la colline et j'ai vu que du sang sortait de sa bouche. Il y avait tellement de sang. C'est à ce moment-là que j'ai commencé. Tout a tourné autour. J'ai eu peur. En panique totale, il aurait chargé le corps dans sa Nissan et aurait conduit un peu au hasard pour chercher un endroit où le cacher. Arrivé à l'Air 58, il serait sorti de sa voiture, aurait chargé son fusil pour se tirer une balle dans la tête, mais à la place, il aurait plutôt sorti le corps de Caroline pour vérifier qu'elle était bien morte en lui tirant dans sa tête à elle. Pourquoi je fais ça? En vrai, avant la balle dans le crâne, elle était pas très morte, mais ça, il le dit pas.
Il dit qu'à ce moment-là, il était dans un chaos émotionnel et qu'il se souvient plus de la suite. Il aurait gardé le corps dans son chalet quelques heures le temps de réfléchir à où le cacher. Il l'aurait caché donc dans le monument antique, puis l'aurait redéplacé quelques semaines plus tard à Llandiarve. Bon, évidemment, personne n'a cru ça, même si on prend en compte que Tony avait un petit penchant pour l'alcool, ça reste pas très crédible. Même si dans sa version à lui, il se réveille chez lui après avec une bouteille de whisky. Mais en fait, on s'en fout complet que ce soit crédible. Si l'accusation a pas des preuves que le meurtre n'est pas un accident, le meurtre n'est pas un accident. Oui, je suis avocat également. Bon, évidemment, le procureur va souligner que c'est étrange qu'une personne en pleine santé meure en tombant. Bah oui. Surtout que dans la première version, celle qu'il a donnée aux policiers, c'est à coup de marteau qui frappe Caroline à l'Air 58, sans parler des brûlures sur le corps dont il a d'abord juste pas parlé. Et malgré que personne croyait à ça, il a maintenu sa version. C'est pour ça que j'ai dit dans l'intro que sa défense est bizarre et a étonné les Suédois. Je pense même que vis-à-vis de lui-même, il assumait pas. Oui, je suis psychologue également. L'autre problème, c'est que Tony a manifestement essayé de cacher son crime. Attention, la liste est longue. Il a acheté de nouveaux tapis pour sa caisse et a mis les originaux dans un ruisseau. Malheureusement, c'est la fin de l'été, le ruisseau était un peu trop sec et l'eau n'a pas emporté le tapis. Il a changé ses pneus et ses jantes, a refait une partie de son coffre et a versé du sang d'animal dedans pour couvrir. Il a jeté les vêtements qu'il possédait ce jour-là et a fait nettoyer sa montre. Il aurait déversé du sable et un gant qui appartenait à quelqu'un d'autre sur les lieux du crime pour brouiller les pistes et menti en interrogatoire. Et accessoirement, il a pris le corps pour le rendre méconnaissable et le cacher. C'est pas très law-friendly. Ce qui me fume, c'est que son avocat, Leif Gustafsson, au moindre truc qui se passe dans l'affaire, il se sent obligé de commenter. Et ce qu'il essaye de faire, ça se sent à 100 km/h à la ronde. Vous savez, mon client est très triste, il regrette vraiment son âge. Il a essayé de se suicider 4 fois, sa femme a demandé le divorce. Bon, par contre, concernant le marteau, je préfère pas m'exprimer pour le moment. D'après une des procureurs, la déclaration d'Alden est vague, évasive et maigre. Et malgré sa défense intercuite, Tony Alden sera condamné à de la prison à vie. Tony va faire appel et changer d'avocat, mais ça changera rien vu que sa version reste la même et que son cas est désespéré. Bon, je vous passe vite fait des arguments en carton. L'avocat va même comparer la situation de Tony à une affaire plus vieille des années 90, où en effet, il y avait eu un meurtre qui avait été commis par accident et le meurtrier avait caché le corps. Voilà, c'est bien, tu allais à la bibliothèque, tu as vu qu'il y avait d'autres affaires, mais en fait, la justice, il faut des preuves. Surtout que cette vieille affaire avait aucun rapport, c'était une femme battue qui avait tué son mari en essayant de se défendre, et même elle a dit en interview que la comparaison était dégradante et que ça avait rien à voir avec son cas. L'avocat va aussi dire que certaines preuves sont irrecevables car elles ont été récupérées trop tard et auraient donc été endommagées. Bon, il n'y a rien de tout ça qui a marché. En 2018, presque 10 ans plus tard, Tony a demandé une diminution de sa peine, mais ça n'a pas marché non plus. Malgré qu'à l'époque il ait 61 ans, qu'il ait été jugé apte à se réinsérer et avec un risque de récidive faible. Tony va, pendant plus de 10 ans et même tout le reste de sa vie, garder la même version, s'enfoncer dans son mensonge et jamais révéler la vérité. Ce qui fait que même aujourd'hui, on connaît pas tout ce qui s'est passé ce jour-là et il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Et il n'y a aucun motif surtout, genre, il passait par là, il s'est dit, aujourd'hui, tuons des gens. Bon, c'est sans doute sous le coup de la colère qu'il se serait autant acharné sur elle, d'après les psychologues, mais ça explique pas pourquoi il l'a tuée à la base. Il y a aussi un doute sur un potentiel motif sexuel au meurtre, vu que les vêtements de Caroline ont mystérieusement disparu. Bon, d'après mes sources mal traduites, Tony Alden a fermement nié tout motif sexuel et souligné qu'il avait des problèmes avec sa puissance. Alors, ça veut bien dire ce qu'on pense, mais lors de l'autopsie, on n'a rien remarqué à ce niveau-là, donc a priori, il n'y a pas de motif sexuel. Tout va bien. Enfin, tout va pas bien parce qu'elle est morte. Bon, on n'a pas plus d'indices et de toute façon, il va rester en prison jusqu'à la fin de ses jours. C'est donc la fin de l'affaire Caroline Stenvall, même si les circonstances sont toujours floues. Une enquête qui a fait parler dans toute la Suède, qui a mobilisé 30 enquêteurs pour 10 000 heures de travail et 1000 potentiels indices donnés par les habitants. En tout cas, merci d'avoir regardé jusque-là. Ça va littéralement être super long. Mon dieu. Merci aussi parce que la vidéo d'avant a fait un très bon démarrage par rapport à d'habitude. Du coup, je vais probablement faire une suite puisqu'il reste un film de merde à voir. Et j'espère que vous avez aimé la nouvelle identité graphique de l'émission que j'ai un peu changé. Peut-être que première va moins pleurer du sang. Mais avant de partir, je dois vraiment vous parler d'un truc. C'est les élections à Sørreåsland, le pays que j'ai créé. Oui, j'ai créé un pays, posez pas de questions. C'est pas tout ça, mais c'est déjà les 3e élections vu qu'on en fait tous les ans. Et donc à partir de la sortie de cette vidéo, vous pouvez voter ou vous présenter. Alors pour se présenter, c'est jusqu'au 15 et voter, le dépouillement sera le 19. Les postes pour se présenter, c'est Premier ministre et ministre de la propagande bienveillante. Bienveillante évidemment. Je peux aussi créer des postes si vous voulez, vraiment venez sur le Discord, je peux créer des postes à tout moment. Pour l'instant on a déjà quelques candidats, donc les anciens qui se représentent et un que j'ai placé juste pour faire concurrence alors qu'en vrai il y a personne d'autre. Le lien est en description pour voter et se présenter. Et là dans le script c'est écrit que je me casse vite fait parce que j'ai pas le droit d'être là, mais en fait je suis plus dans la forêt, j'ai oublié de tourner cette partie. Oh, incroyable.
aperçu une putain de biche ou un truc comme ça. Chaque fois que je vais ici, il y en a une qui part. Ah oui, littéralement. Je sais pas si on la voit, mais elle est là. Bon, je la laisse tranquille. Elle était beaucoup plus près tout à l'heure.